Bonsoir à tous, bienvenue à l'IREMO. Donc, je me présente, je m'appelle Mathias Perrodo, voilà, je suis étudiant en master études européennes et internationales à Cergy. Et donc, c'est grâce à notre association Rouage et à l'IREMO qu'on est réunis ici donc, pour cette conférence sur femmes et conflits au Moyen-Orient. Donc, avec notamment pour commencer les interventions, il y aura Laurent Perpignan, donc, qui est journaliste donc, spécialisé sur les nations sans État, et qui parlera notamment de la Palestine, donc d'un point de vue vraiment historique, donc avec la situation des femmes au cours des aléas qu'a pu subir donc, cet État dans le temps. Et donc dans un deuxième temps, on aura Madame Fahimeh Robiol, donc, qui est donc, titulaire de master de physique nucléaire et donc ancienne cadre de la Atomic Energy Organization of Iran. Donc aujourd'hui consultante et en négociation et gestion de conflits pour des grandes institutions en France comme l'ESSEC ou Cergy, donc, et donc, qui travaille notamment sur l'Afghanistan avec l'association notamment des Amis de l'Afghanistan. Et donc en dernier, on conclura donc, avec Mireille Courte, donc, qui est vidéojournaliste et qui a réalisé un certain nombre de reportages sur la Rojava, et qui a aussi participé à différents journaux. Comme au monde diplomatique et donc notamment coordonné un ouvrage sur les communes de la Rojava et l'alternative kurde à l'État-nation, donc qui nous parlera de la situation des femmes donc, dans cette région de la Syrie. Voilà. Donc je vais commencer par donner le micro. Voilà. Bon, bonjour à tous. Merci à l'association Rouage pour l'invitation, à l'IREMO pour nous accueillir en ces murs. En ce qui me concerne, je vais commencer sur la question palestinienne et plus précisément la place des femmes au sein du conflit israélo-palestinien. Alors déjà en préambule, on peut déjà signifier que c'est une situation qui est extrêmement paradoxale, parce qu'elles ont été très très peu présentes dans les processus de négociation et dans les processus de paix, et à contrario, beaucoup de visages de la résistance palestinienne sont des visages féminins, et ce depuis de très nombreuses années. Alors évidemment, on peut parler de Leila Khaled, qui était déjà icône de la lutte palestinienne à même pas 25 ans, et dans d'autres champs et secteurs d'activité, évidemment Vera Baboun, maire d'une ville emmurée, Bethléem, et puis plus récemment un visage qui est apparu il y a quelques années, celui de Ahed Tamimi, et qui aujourd'hui a fait le tour du monde. On a une situation extrêmement paradoxale, étant donné, comme je l'ai dit, qu'elles sont très peu présentes dans les hautes sphères et dans les institutions, mais qu'elles ont un rôle extrêmement important au sein de la lutte du peuple palestinien. Je vais principalement me concentrer sur la question palestinienne, parce que d'une part, c'est là où j'ai le plus travaillé, plutôt que sur la question des femmes israéliennes au sein du conflit, et d'autre part, parce qu'effectivement, il y a la notion d'occupant et d'occupé, et que ça implique des dynamiques totalement différentes. Alors pour comprendre un petit peu les mécanismes de la société palestinienne, il faut se plonger dans le temps et essayer d'arriver à comprendre le schéma et ce qui a amené à cette situation. Puisqu'il faut donner un point de départ volontairement, je vais donner un point de départ assez éloigné dans le temps. 1920, qui est une année assez importante comme chacun sait, 3 ans après la déclaration Balfour, 3 ans avant le début du mandat britannique, une trentaine de femmes du nord de la Palestine adressaient un courrier à l'administrateur du nord de la Palestine afin de s'opposer clairement et fermement à la déclaration Balfour. Pourquoi cet acte il est très important de considérer que c'est la première fois que des femmes palestiniennes ont introduit la notion de genre, parce qu'elles ont fait cette déclaration en tant que femmes. Et ça a été un précédent, une première articulation d'un féminisme complexe, parce qu'il échappe totalement aux règles qu'on peut attribuer au féminisme aujourd'hui, et qui se situe à l'intersection entre le féminisme, le colonialisme et le nationalisme. Ça a été un acte fondateur. Les années 1920 ont vu une participation très importante des femmes palestiniennes dans les combats, notamment en 1921 à Jaffa, où de très violents incidents éclataient entre juifs et arabes et auxquels de nombreuses femmes palestiniennes avaient participé.
1929, pour les femmes palestiniennes, c'est une date référence. Alors 1929, outre les incidents, les affrontements très violents qui ont éclaté au mur occidental, au mur des Lamentations, et qui ont causé à peu près 250 morts et 1500 arrêtés et 3 Palestiniens exécutés. C'est un événement qui a eu beaucoup de répercussions sur la société palestinienne. 1929, c'est aussi la date du premier congrès des femmes palestiniennes. Alors à Jérusalem, elles sont réunies à la fin du mois d'octobre. Elles étaient près de 200. Et elles ont posé les bases d'une implication politique en Palestine, implication politique évidemment et sociale. Cette date est clé parce que c'est aussi la création d'une première organisation, l'Organisation des femmes arabes de Palestine, qui est née à ce moment-là. Derrière, il y a effectivement, je fais une chronologie assez rapide avec les éléments les plus marquants et surtout ceux qui ont le plus influencé la lutte palestinienne. 1936, avec le début des grandes grèves qui a débuté avec des étudiantes palestiniennes et qui s'est poursuivi pendant 3 ans dans un climat totalement insurrectionnel. Ces femmes palestiniennes ont effectivement lutté contre l'occupant britannique, mais pas que. Elles luttaient également pour leurs droits de femmes et pour leur place dans la société. Alors il faut savoir déjà qu'en Palestine, la question de l'éducation des femmes était une question centrale, qui était déjà sur lesquelles les femmes luttaient déjà depuis plusieurs années. Mais c'était un combat qui était déjà compliqué pour elles, étant donné que l'occupant britannique reprochait déjà à cette époque à la société palestinienne d'être extrêmement patriarcale et rétrograde avec les femmes. Donc leur combat était parfois vu comme antinationaliste, ce qui a largement compliqué leur tâche. À partir de 1948, la situation va changer. Elles vont être toujours aussi impliquées dans les différents événements qui vont se passer, mais un débat de fond va agiter la société palestinienne et les milieux dits féministes, à savoir donner la priorité à l'émancipation, à la lutte des femmes ou à la libération de la Palestine. Alors comme l'OLP et le Fatah, un petit peu plus tard, vont le préconiser, ils jugeaient qu'il était plus logique que les droits des femmes et l'émancipation des femmes se concrétisent après la libération de la Palestine et que la priorité absolue était la libération du peuple palestinien et de la Palestine plutôt que la libération des femmes. Ce débat agite encore aujourd'hui les milieux féministes et la société palestinienne. C'est vrai que c'est un débat que moi personnellement, avec un certain nombre d'interlocuteurs sur place, j'ai eu. Et il y a de grosses divisions encore aujourd'hui selon les influences politiques, selon que vous discuterez avec quelqu'un du FPLP, du DFLP ou du Fatah. C'est une question qui évidemment taraude un petit peu tout le monde. Un autre aspect très important, les questions dites démographiques, où une large partie de la société palestinienne considère que un des rôles principaux de la résistance féminine, c'est les questions démographiques. Et encore aujourd'hui, on sait à quel point c'est un point crucial. Quelques chiffres, en 1860, il y avait 350 000 Palestiniens. Aujourd'hui, en 2019, ils ont à peu près 13 millions de descendants. Donc quand on voit la situation par exemple à Jérusalem qui a vu sa population arabe depuis 1967 être multipliée par 4, on prend conscience dans le contexte actuel de cet enjeu. Il va y avoir, donc en 78, il y a des premiers comités de femmes qui sont créés. Et en 1987, la première intifada va éclater, elle va prendre tout le monde de court, aussi bien Israël, l'armée israélienne, que évidemment les dirigeants palestiniens. Un soulèvement populaire éclate, bon, comme chacun sait, et les femmes dedans ont un rôle extrêmement important, et qui ne se résume pas à soigner les blessés. Elles sont réellement au front, elles participent à de nombreux incidents, et elles ont une place extrêmement importante. On parle de ce soulèvement comme d'une révolution en Palestine, et pour les femmes, c'est une véritable révolution sociale qui éclate à cette période. Dès 1988, elles organisent déjà des premières marches dans les territoires occupés. Et le Conseil supérieur des femmes est créé juste après. C'est-à-dire qu'elles avaient, grâce à ce soulèvement, elles avaient réussi à introduire la question de genre dans l'échiquier politique palestinien, ce qui n'est évidemment, comme chacun sait, pas rien.
Ces années marquent également l'apparition du Hamas ce qui va un petit peu compliquer la tâche des femmes palestiniennes, essentiellement au départ dans la bande de Gaza, mais également dans les territoires occupés. Sachant que le Hamas a une vision un petit peu différente de la chose et considère qu'en effet le rôle des femmes est principalement de gérer leur foyer, hein, et d'assumer les questions démographiques. Plusieurs chercheuses palestiniennes ont fait état de difficultés accrues à cette époque pour les femmes palestiniennes chrétiennes ou laïques de ne pas porter le voile dans la bande de Gaza. Parce qu'elles étaient vues tout simplement comme des antinationalistes et que le foulard était vu comme un instrument politique. Face à ça, certaines Palestiniennes vont prendre le contre-pied, en particulier Hanan Ashraoui. Je parlais tout à l'heure des processus de négociation. Hanan Ashraoui va être une des seules femmes à être nommée à la tête de la délégation palestinienne, et notamment pour la conférence de Madrid qui se déroule donc en 1991. Elle va être porte-parole de la délégation palestinienne, ce qui est quand même un acte fort et qui est directement issu des événements cités précédemment. La suite, effectivement, à la fin de la première intifada, bon, tout le monde connaît le scénario, hein, malheureusement, les femmes palestiniennes ne voient pas d'avancée tangible, d'avancée sociale après ce soulèvement. Voilà, ça c'est un fait que de nombreuses femmes palestiniennes, et donc les chercheuses que j'évoquais, ont stipulé. En 1994, elles tentent déjà avec Hanan Ashraoui d'élaborer une charte des femmes qui garantirait des droits politiques et des droits sociaux aux femmes palestiniennes. Bon, la charte ne sera jamais mise en application. Le début de la deuxième intifada, ça va marquer un changement notoire dans la place des femmes palestiniennes au sein du conflit. Si pendant les 2 premiers mois, elles sont extrêmement présentes, un petit peu à l'image de la première intifada, la militarisation du conflit va les mettre hors jeu, très clairement. Et elles vont avoir un rôle qui va être plutôt un rôle assez casanier, c'est-à-dire qu'elles vont devoir s'occuper de leur foyer pendant qu'un certain nombre d'hommes partent au front. C'est un très net recul et en gros, ce qui ressort de cette deuxième intifada, c'est qu'il y a un sentiment absolu d'insécurité pour les femmes palestiniennes et ça va renforcer l'emprise de leur famille sur elles. Là où elles avaient trouvé un terrain d'émancipation lors de la première intifada, la deuxième intifada va bouleverser tout ça. À la suite donc de cette deuxième intifada, comme chacun sait, on va se trouver face à une situation politique largement dégradée, une situation économique également, avec au début des années 2000 donc l'érection du mur de séparation, qui va compliquer la vie des femmes palestiniennes autant que des Palestiniens évidemment, mais encore un peu plus étant donné qu'il y a clairement une priorité qui est accordée dans les familles aux garçons, pour l'éducation je parle. Et dans le cadre de familles nombreuses, c'est vrai que les Palestiniens ont et continuent aujourd'hui encore de privilégier l'éducation et les coûts d'éducation et le financement de l'éducation pour les garçons. Un chiffre également qui est assez effrayant, entre 2002 et 2007, 60 femmes ont accouché au checkpoint. Voilà, c'est un chiffre qui est glaçant, dont la moitié ont perdu leurs enfants. Effectivement, pour les femmes palestiniennes aujourd'hui, très clairement, comme je l'ai dit, elles sont essentiellement reléguées à un rôle qui est, disons, un peu plus militant, c'est-à-dire qu'elles sont de très nombreuses femmes sont investies dans des ONG. Et dans un certain nombre d'organisations. Alors là, des deux côtés du mur, hein, c'est ce qui est à signaler. Je vais faire une petite parenthèse donc, sur le côté israélien également. Dans la société israélienne, on a bien vu lors des dernières élections également qu'il y avait très peu de partis qui appliquaient la parité entre les hommes et les femmes. À part Tzipi Livni, qui a eu un rôle également extrêmement important et qui a mené certaines négociations, notamment avec Hanan Ashraoui à la conférence de Madrid, mais également après, les femmes israéliennes ont été
absente, on peut le dire, des processus de négociation. Et dans la société israélienne, voilà, il est clair que il y a une certaine vision que l'homme fait la guerre, donc c'est aussi à lui de la résoudre. On parle d'un caractère assez patriarcal dans la société palestinienne, mais il faut voir qu'il y a aussi un effet miroir dans la société israélienne, notamment sur cet aspect-là. Aujourd'hui, donc, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'organisations de femmes palestiniennes d'un côté qui luttent notamment au niveau du club des prisonniers palestiniens, étant donné qu'il y a encore 5500 Palestiniens emprisonnés, pour avoir fait des manifestations, avoir couvert des manifestations de familles de prisonniers récemment. Il y avait quasiment plus de femmes lors de ces manifestations que sur celle du 8 mars à Ramallah. Alors elles ont un rôle extrêmement important là-dedans. Côté israélien, effectivement aussi, de nombreuses femmes on descend dans les rues. Je pense notamment à l'organisation Marsom Watch, qui est une organisation de retraités israéliennes, dont la moyenne d'âge est entre 60 et 80 ans, et qui documente les abus de l'armée israélienne au checkpoint. Alors pour les avoir suivis, c'est assez fascinant. Notamment à Kalandia et également évidemment à Hébron. Elles mènent un travail de sape, elles aident énormément les Palestiniens pour obtenir des permis et elles ont en contrepartie un immense respect de la part de la société palestinienne, c'est important de le dire, et leur travail est tout simplement remarquable. Aujourd'hui, si on devait résumer un petit peu la situation des femmes palestiniennes, comme je l'ai dit, elles sont extrêmement actives dans les ONG. Très peu les quotas sur le Conseil législatif palestinien ne sont absolument pas respectés. Elles sont très peu présentes en politique. Et aujourd'hui, on peut légitimement conclure qu'elles font face à une superposition de difficultés et de domination. D'une part, la domination des Israéliens sur les Palestiniens. D'autre part, la domination du Hamas et de l'autorité palestinienne sur leur propre peuple. Et troisièmement, au sein du foyer, la domination des hommes sur les femmes. Voilà, donc c'est une superposition de domination. Les enjeux de leur implication dans le marasme actuel sont pourtant réels. Et pour terminer ma prise de parole, je citerai Bill Clinton qui a déclaré que si à Camp David il y avait eu plus de femmes dans les négociations, ils auraient certainement réussi à avoir un accord. Alors ces mots n'engagent que lui, mais il faut quand même y réfléchir. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette synthèse sur la Palestine, donc Laurent Perpignat. Donc maintenant, on va donner la parole à donc Fahimé Robiol qui va nous parler. Très bien. Oui, bien sûr. Qui va nous présenter donc là la situation actuelle pour le conflit avec moi et en particulier donc la place des femmes dans les négociations et en Afghanistan. Et voilà. Bien, bonjour à tous et encore merci. Bonjour à tous et merci à cette association de m'avoir... Est-ce que vous m'entendez? Ça va mieux, très bien. Bon, pour troisième fois, merci de m'avoir invité. Je suis ravie d'être parmi vous. Alors, moi, mon travail, c'est comment justement donner des outils aux femmes dans les pays à conflit, justement, pour qu'elles puissent prendre part davantage dans la gouvernance et dans les processus de paix. Parce que ces femmes-là, on sait qu'elles ont beaucoup de volonté, mais peut-être qu'il leur manque un peu d'outils, un peu de méthodes pour pouvoir arriver. Alors, dans ce cadre-là, au départ, je suis intervenue dans des pays post-conflit,
comme Burundi, comme République démocratique du Congo, où il y avait un génocide. Et nous, au niveau de l'ESSEC, où j'enseigne, on a un département de négociation et des négociateurs du monde. Et on intervient au niveau de haut de pyramide, c'est-à-dire des présidents de la République avec ses conseillers, les parties prenantes qui ont été impliqués dans les génocides, pour dire, bon, à un moment donné, il faut quand même reconstruire le pays et comment on peut à nouveau donner des outils de construction, de leadership en haut de pyramide pour que le pays puisse redémarrer. Et quand j'ai vu que ces outils-là sont vraiment performants et ça donnait des résultats, notamment au Burundi, des résultats après l'accord qui a été fait avec beaucoup d'efforts de M. Mandela, j'ai traduit et adapté, parce que je suis d'origine iranienne, et cela pour dire, bon, est-ce qu'on peut le faire, est-ce qu'on peut l'impliquer dans des pays à conflit, dans ces pays-là, et notamment en Afghanistan. Et c'est dans ce sens-là que depuis 2009, je voyage souvent en Afghanistan. Je vais au sein de la société pour comprendre le mécanisme, parler avec les femmes. Et première formation qu'on a pu organiser pour des femmes était en 2011, à laquelle ont participé 10 femmes députées afghanes qui sont venues à Paris, et on les a accueillies à l'ESSEC, on les a formées en persan. C'était des femmes qui n'avaient jamais sorti du pays, qui ne parlaient ni anglais ni français. Certaines savaient à peine lire et écrire, et ça représente le pays. Donc il faut convenir qu'il faut adapter des outils à cette couche qui représente la population. Et cette initiative a été financée par le département d'État américain, qui à l'époque finançait énormément de formations pour des femmes, mais eux-mêmes, ils considéraient que ces formations-là sont inutiles parce que les femmes ne comprennent rien de rien et qu'on les envoie le meilleur professeur des universités américaines et que ça ne les intéresse pas. Donc, un des voies de recherche que j'ai apporté, c'est pourquoi ces femmes-là, ça ne les intéresse pas. Finalement, il s'est avéré, merci beaucoup, merci bien, il s'est avéré qu'une population qui a eu 40 ans de guerre et qui n'ont pas eu cet bonheur d'aller à l'école, d'écouter, ne pas bouger pendant un certain nombre de minutes, n'a pas la patience de regarder les slides qui sont faits en anglais, qui sont traduits en persan, et qu'entre deux slides, il y a quelqu'un qui traduit, et donc elles perdent le fil de la chose, et puis après 30 minutes, elles disent ben, c'est pas la peine. Alors, donc avant d'aller organiser cette formation, je suis allée à Kaboul pour justement voir comment l'élection ça se passe. Et je suis allée d'un bureau de vote à l'autre sans être observateur d'une institution quelconque pour avoir la liberté de pouvoir bouger, aller dans tous les bureaux de vote. Donc la femme que vous voyez a enlevé son tchadri, hein, parce que c'est le burqa qui tombe sur le visage. Elle est heureuse d'avoir voté et fièrement, elle est en train de montrer son doigt comme quoi elle a voté. Donc l'engouement des femmes à cette époque-là, en 2011, pour aller voter, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Venaient avec des bébés, les enfants gardaient les bébés pendant que la femme allait voter. Et donc,
montrait une envie d'une émancipation qui était incroyable. Alors, voilà pour un petit peu faire une introduction. Mais pour ceux qui ne connaissent pas ce petit pays qui est très loin de nous, aussi bien en termes climatiques que sociétal, je vais faire une très rapide présentation où est l'Afghanistan. Voilà l'Afghanistan qui est entouré par l'Iran, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Pakistan, la Chine. Donc vous voyez, il y a pas mal de pays. Et quand on va commencer à parler de conflits, vous voyez que chacun de ces pays, et l'Inde, chacun de ces pays ont des intérêts pour qu'il y ait une paix dans ce pays ou pas. Et c'est ça qui complexifie énormément la situation. Voilà pour vous donner tout simplement une idée sans aller plus loin. Depuis 1900, regardez le nombre de coups d'État, renversements, assassinats des dirigeants qui ont été faits. C'est-à-dire c'est un pays qui a pratiquement toujours a eu la guerre et les problèmes. A été envahi par les Russes, ensuite les talibans. Et après les talibans, le 9 septembre a fait que l'OTAN, dirigée par les États-Unis, sont arrivés en 2001 et la France a rejoint justement cette coalition. Depuis, il y a eu énormément de progrès, on en parle peu. Dans la qualité de vie, au moins dans les grandes villes de ce pays. Et les femmes ont pu prendre beaucoup plus de place qu'on peut imaginer dans la gouvernance et dans la société et au niveau économique. En termes de linguistique et tribal, vous voyez qu'il y a beaucoup de langues, plusieurs ethnies, et ça encore, ça complexifie une paix durable. C'est un pays qui est extrêmement riche en minéraux, en pétrole, etc., et en les métaux rares, ce qui fait justement, plus qu'il y a des crises, plus on peut piller les ressources de ce pays. Un autre problème grave de ce pays, c'est la culture de pavot. Aujourd'hui, 80% au niveau mondial est produit par l'Afghanistan. Et c'est ça qui fait vivre et prospère les talibans. Regardez, 50 tonnes au premier semestre 2017 contre 66 tonnes pour toute l'année 2016. Donc vous voyez où on en est au niveau, après l'addiction des jeunes et tout ce qui peut arriver au niveau de l'Europe et les États-Unis en termes d'opium. Ce qui a été vraiment un progrès extrêmement important, c'est l'accès à l'éducation des filles. Donc vous voyez, on le voit jusqu'à 2012, même si les garçons c'est beaucoup plus grand, mais les filles ont commencé à aller à l'école. Or, à l'époque de Taliban, en 2001, il y avait 0 filles qui allaient à l'école. D'accord ? Bon, maintenant, malheureusement, au fur et à mesure que les talibans ont gagné du terrain, cette année, pour la première fois, on voit que l'accès des filles à l'éducation a baissé parce qu'il n'y a pas de sécurité, il y a une pauvreté qui a accru, donc on donne sa fille à quelqu'un pour régler un différend tribal ou bien simplement pour annuler une dette. Voilà pour au niveau du Parlement, justement la Constitution afghane a fait qu'il y a un quota
Et ça, c'est quelque chose qui était extrêmement positif pour que les femmes puissent entrer au niveau législatif. Et donc, en 2011, il est en 41e place. Or, avant M. Macron, en pourcentage, la France était beaucoup plus loin. Voilà les 10 femmes qui venaient des différentes régions éloignées qui sont venues à Paris, qui ont fait pas mal de manifestations et des visites. Voilà les cours qu'on a préparés pour l'ESSEC. Et puis les visites des écoles dans les régions très éloignées, où on pense qu'un des outils pour l'émancipation, c'est l'éducation, et que quand les talibans ils manifestent que telle ou telle chose allait s'exploser, c'est expliqué dans le Coran, de leur apporter des Corans qui parlent et qui écrivent dans leur propre langue, c'est-à-dire dari, et non pas arabe parce qu'ils ne parlent pas arabe, ça peut apporter des éclairages pour éviter un certain nombre des soucis. En termes de médias, ils ont énormément progressé. Vous voyez des très jeunes intervieweurs qui arrivent à défier les ministres et ça c'est extrêmement important. Voilà, je tenais pour que vous voyez là que pour l'élection, toutes les femmes qui sont en train d'attendre avec une chaleur comme pas possible pour aller voter. Et deuxième, une autre initiative qu'on a fait, c'est pour faire une formation pour les femmes qui vont vers les talibans, ils sont membres du Haut Conseil de la paix, pour aller les dissuader, les talibans locaux, pour aller dissuader, pour déposer d'armes. Pareillement, comment on peut leur donner ces outils de conviction? J'ai fait également une formation pour le master à l'université de Kaboul, écoutez-moi bien, pour Gender and Women Studies, pour que la fin, on prend davantage conscient de problèmes de genre. Voilà. Maintenant, avant de vous remercier pour m'avoir écouté, aujourd'hui, l'Afghanistan est confronté à deux problèmes majeurs. Les talibans, ils ont gagné pratiquement 60% de territoire. Et les Américains veulent sortir à tout prix. M. Trump a décidé de sortir à tout prix. Donc, il a demandé à un conseiller d'aller et faire la paix à tout prix. Et les négociations sont en cours depuis 3 mois entre les Américains et les talibans au Qatar, auquel même le gouvernement afghan n'est pas convié. Et encore les femmes, absolument pas. Depuis 2 jours encore, donc chaque pays essaye de faire son propre processus de paix. Et depuis 2 jours, il y a la même initiative qui est faite par les Russes. Donc il y a une délégation non gouvernementale qui est en train de négocier avec les talibans à Moscou. Donc tout ça, ça rend la situation extrêmement complexe, d'où l'initiative du ministère des Affaires étrangères pour me demander, faites quelque chose pour les femmes. Et là, de 13 au 21, il y a 15 femmes leaders VIP afghanes qui vont venir à Paris pour justement, on leur apprend un certain nombre des outils, la stratégie qu'il faut pour qu'elles prennent plus de part dans la gouvernance, parce que l'élection, c'est mois de septembre, et puis comment elles peuvent mettre en place une stratégie pour une inclusion dans ce processus de paix qui est en train de complètement les échapper. Donc, dans ce cadre-là, on a organisé 2 grandes conférences pour que ces femmes-là puissent faire entendre leur voix. Il y en a une à l'ESSEC le 18 juin et une autre à l'Assemblée nationale le 19. La personne qu'on a invitée et qui a une réputation internationale, c'est M. Stéphane de Mistura,
qui a été l'envoyé spécial de l'ONU également en Afghanistan et en Syrie. Et il a créé une sorte de outil pour dire comment dans ces pays à conflit on peut inclure les femmes dans le processus. Donc ça pourrait, si vous voulez continuer de parler de ça, c'est intéressant que vous veniez et je serais ravie de vous accueillir dans ces deux conférences-là. Merci. Merci beaucoup Fahimé Robiol donc, pour cette intervention sur l'Afghanistan. Donc, maintenant donc, on va aller vers la Syrie donc, et la Rojava et donc avec l'intervention de Mireille Cour sur donc, la place des femmes dans les nouvelles formes d'État qu'il peut y avoir dans cette région. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Everbash en kurde, vous aurez appris un mot. Oui, la question des femmes est une question qui est considérée comme centrale par le PKK en Turquie et par son leader, le leader du PKK, Öcalan. Alors ça peut paraître étonnant là qu'un grand bonhomme avec une grande moustache et un air très très viril se soit emparé à ce point de la question des femmes, à tel point qu'il a expliqué dans ses écrits que en fait les femmes étaient la première colonie. À partir du moment où il y a eu fondation des États-nations, accumulation primitive du capital, occupation d'autres territoires, etc. En premier, c'est la femme qui est devenue esclave d'une partie de la population masculine. Donc il a très très tôt dans l'organisation de la résistance dans la partie turque du Kurdistan, il a organisé avec une femme qui a eu une importance extrême dans le PKK, c'est Sakineh Jankiz, qui a été assassinée à Paris il y a quelques années. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Tous les ans, il y a des manifestations pour commémorer son assassinat avec deux autres camarades. Ils ont fondé dès la fin des années 80 les brigades de femmes du PKK. Alors des brigades exclusivement féminines. Et c'est quelque chose d'extrêmement important et vous allez voir comment ça va extrêmement influencer en fait ce qui se passe au Rojava actuellement, le Rojava étant la partie nord de la Syrie qui était à l'origine la partie kurde de la Syrie. Le fait que les femmes prennent les armes et combattent aux côtés des hommes, séparés au niveau... Enfin bon, on était allé faire un reportage à l'époque, en 2004, à la montagne de Kandil, dans les camps de guérilla du PKK. Bon, ça avait intéressé personne à l'époque parce que les Kurdes n'étaient pas du tout à la mode. Hein. Les Kurdes ne deviennent à la mode qu'à partir de Kobané 2014. En 2004, ils sont considérés comme des terroristes, ils ne sont pas encore le rempart contre le djihadisme, donc personne s'y intéresse. Mais dans ces camps, il y avait effectivement brigades de femmes, brigades d'hommes qui s'entraînaient ensemble, mangeaient ensemble, mais évidemment dormaient séparément, se lavaient séparément, etc. Parce que c'est extrêmement important au niveau de la société kurde que évidemment les hommes et les femmes sont totalement séparés et ne peuvent pas avoir de relations plus autres que la camaraderie dans le cadre de la guérilla, évidemment. Donc ces jeunes filles, ces jeunes femmes, il y en avait qui étaient très jeunes, elles étaient toutes jeunes de toute façon pour la plupart, mais il y en avait qui étaient vraiment très jeunes, ont été
comment dire, le backbone, la colonne vertébrale de la formation ensuite des corps des YPG, alors YPJ, hein, ce sont les brigades femmes des YPG, YPG, des forces kurdes en Syrie. Hein. Donc, ce qui est extrêmement, c'est extrêmement important parce que les YPG, les femmes combattantes au Rojava, ont établi en fait ont changé totalement le rapport de force traditionnel dans la société. Comment dire? Est-ce que la société kurde est une société très conservatrice, assez réactionnaire, où les femmes sont à la maison, travaillent très peu, sortent très peu à l'extérieur, il y a les mariages forcés, etc. Et puis, à partir de 2011, puisque c'est le moment où les choses ont commencé à s'accélérer, à partir de 2011 et la révolution syrienne, et surtout à partir du moment où les djihadistes ont attaqué le Rojava, apparaissent ces brigades de femmes qui vont sauver les femmes yézidis qui sont en train de se faire massacrer dans le Shengal en Irak alors que personne ne bouge le petit doigt pour les sauver, et qui vont libérer les villes, qui vont libérer Kobané, qui vont tenir à Kobané, c'est là où on les a vu beaucoup, qui vont libérer Manbij, etc. Donc il y a un recrutement énorme qui se passe à ce moment-là dans les YPG, et ça change complètement les rapports de force, parce que imaginez la jeune femme qui rentre à la maison après avoir combattu à Manbij ou à Raqqa, et qui rentre dans sa famille. Le frère aîné qui est resté à la maison pour garder les chèvres ou les moutons va difficilement pouvoir lui dire Berivan va me faire le café. C'est lui qui va aller faire le café. C'est un changement énorme dans la hiérarchie sociale. Jusque-là, les femmes étaient à la maison, les hommes allaient se battre et rentrer à la maison, se faisaient servir, etc. Et là, il y a un bouleversement total. Et c'est un bouleversement profond et qui s'appuie beaucoup sur le fait que ces jeunes filles, ces jeunes femmes se sont battues et sont mortes par milliers. Hein. Faut voir les choses en face. Hein. Il y a eu des milliers de combattantes qui sont mortes. C'est pas comme en Irak où il y a, chez les Peshmerga, il y a des femmes en uniforme qui défilent, mais elles n'ont pas le droit d'aller au front, elles n'ont pas le droit de tirer un coup de feu. Ce sont des femmes potiches dans les Peshmerga irakiens. Au Rojava, les femmes se battent comme les hommes à côté des hommes et meurent comme les hommes aussi. Donc c'est un changement total de rapport de force. Ensuite, il y a évidemment, il n'y a pas que les rapports de force militaires, il y a tout ce qui a été fait au Rojava très très vite, alors même que la bataille contre les djihadistes continuait, était en plein boom, se sont mis en place ce qu'on a appelé les communes, les assemblées, les assemblées législatives, etc., qui se sont réunies et qui ont élaboré ce qui s'appelle le contrat social du Rojava, dans lequel les droits et les devoirs du citoyen sont énumérés, l'égalité totale entre les sexes, mais l'égalité totale entre les religions, entre tout en fait, et la façon de le mettre en œuvre. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça passe par tout un tas de détails. Par exemple, si on parle du statut de la femme par rapport à l'héritage, eh ben, dans le contrat social, il est prévu que les femmes et les filles héritent à égalité avec les garçons, ce qui n'existe pas dans la région.
Au mieux, en Palestine, la fille hérite de la moitié des garçons. Et encore, pas toujours, loin de là. La situation étant extrêmement tendue en Palestine au niveau économique, souvent c'est le garçon hérite de tout et la fille ne peut rien dire parce que pour récupérer sa part d'héritage, il faudrait qu'elle s'adresse à un tribunal, mais un tribunal islamique, qui l'enverrait balader, donc elle ne le fait pas. Ça serait une rupture avec sa famille, ça serait très compliqué, enfin, etc. Donc en Syrie, c'était pareil. En Syrie, je parle du gouvernement syrien, Assad, les filles, parce que la Syrie a copié son code pénal, code civil, sur le code français. C'est une conséquence de la colonisation, sauf sur la question des femmes, du statut, ce qu'on appelle le statut personnel. Alors là, c'est plus du tout la même histoire. Donc, il n'y a pas égalité dans l'héritage, il n'y a pas égalité dans le divorce, il y a égalité dans rien. Bon, donc les femmes en Syrie, sous le gouvernement d'Assad, ils doivent toujours, d'abord héritent de la moitié, et si elles ne sont pas d'accord, ou si elles veulent divorcer, ou s'adresser à un tribunal religieux de leur religion, c'est-à-dire islamique pour les musulmans, chrétien pour les chrétiens, etc., etc. Donc c'est très compliqué pour les femmes d'arriver à obtenir leurs droits. En Palestine, ça prend même des tournures parfois dramatiques, parce qu'il y a des tas de crimes d'honneur, soi-disant, qui sont commis vis-à-vis des femmes qui contestent le fait qu'elles n'aient aucun héritage. Or, l'héritage, c'est quand même, l'héritage, c'est quand même le pouvoir économique, et c'est pas rien dans une société, parce qu'une femme qui n'a rien et qui dépend du mari, qui dépend du frère aîné qui va lui donner à manger, etc. Voilà, elle n'a rien, elle ne peut pas se révolter, elle n'a pas de pouvoir. Si elle a la moitié de la terre, on discute autrement des choses. Voilà. Donc tout ça, c'est ce qu'a essayé de faire l'administration autonome du Rojava, donc, avec un énorme travail. Moi, j'avoue que j'ai été extrêmement impressionnée par leur capacité de travail. Leur capacité à mener à la fois une bataille absolument sanglante contre l'État islamique, résister aux camions suicides, aux snipers, à tout ce que vous pouvez imaginer, et en même temps construire des projets qui touche à tout le domaine social, c'est-à-dire l'organisation des communes, où tout le monde a droit à la parole et où on élit des représentants, de l'école où le programme scolaire a été totalement changé. Enfin, pas totalement, évidemment, ils n'ont pas changé les maths, etc., mais ils ont changé l'histoire, voilà, la façon d'enseigner, et en 3 langues différentes, en kurde, en syriaque, la langue des chrétiens, et en arabe, selon l'origine des enfants qui sont scolarisés, avec toutes les filles sont scolarisées, toutes, hein, il n'y a pas de question. Beaucoup d'enseignantes, ils ont été obligés de former extrêmement rapidement des profs, parce que Assad a retiré ses profs et dans la région autonome, donc ils ont été très très vite obligés de former des profs, et il y a énormément de femmes parmi elles. Et puis, c'est absolument dans tous les détails de la vie quotidienne que les choses évoluent. Par exemple, toutes les femmes, d'abord toutes les femmes qui demandent un travail, qui vont à l'administration autonome demander un travail, ont un travail. C'est une obligation de fournir un travail. Donc ça peut être un travail non qualifié ou qualifié, mais de toute façon, elles ont un travail. Donc ce qui leur donne évidemment une autonomie par rapport à la famille. Il y a aussi obligation pour toutes celles qui travaillent pour l'administration autonome d'aller
au moins une fois par an à ce qu'ils appellent des stages de gynéologie. La gynéologie, c'est une science des femmes. Voilà, et donc, parce que gyn en kurde, c'est la femme. Et donc, on voit les femmes les jeunes femmes ou les femmes mariées qui partent pendant 10 jours, 3 semaines, 1 mois, hors de leur famille, ailleurs. C'est quelque chose d'inimaginable dans une société extrêmement conservatrice comme cette société-là, qu'une jeune fille ne dorme pas chez ses parents ou dans la famille proche. Et c'est un pas énorme d'arriver à faire partie, et même une femme mariée qui a des enfants, qui va partir 3 semaines et laisser le mari s'occuper des gosses. Bon, c'est quelque chose de... Et ça marche très très bien, parce que pendant ces stages, bon, elles discutent énormément, elles ont des cours et tout, mais on leur apprend aussi des petites choses concrètes. Par exemple, les femmes au Rojava, en Syrie, ne conduisaient pas. Et elles étaient assises derrière. Et maintenant, il y a une obligation, quand en particulier le PID, le PKK sont absolument fermes là-dessus, quand il y a des hommes et une femme, la femme doit monter devant. Et si elle sait conduire, c'est elle qui conduit. Et ça, c'est aussi, ça peut paraître un détail, mais non, c'est pas un détail. C'est une espèce de façon de petit à petit de grignoter tout ce conservatisme et tout cet immobilisme qui concerne les femmes. Alors évidemment, les mariages forcés sont interdits dans le contrat social, la polygamie est interdite, mais tout ça se fait. Alors c'est vachement intéressant parce qu'ils essayent de tout faire par le dialogue. Donc ils essayent de ne pas imposer de façon autoritaire comme le fait un État avec ses lois, puisqu'on est dans un autre cadre. On est dans le cadre du communalisme et de la démocratie directe. Donc on ne peut pas imposer. Alors si une femme, une jeune fille veut être mariée par sa famille, déjà ils ont imposé que ce soit pas avant 18 ans, ce qui est déjà pas mal, ça c'est imposé quand même, mais si la famille veut la marier et qu'elle n'est pas d'accord, elle va pouvoir faire appel à la commission femmes de sa commune. Il va y avoir une discussion, un dialogue avec les deux familles et la jeune fille en question. Si on arrive à trouver un consensus, si on arrive à se mettre d'accord, ça s'arrête là. Si on ne se met pas d'accord, ça remonte à un niveau plus élevé. Il y a des maisons des femmes qui ont été créées dans toutes les villes et même par quartier, donc où les femmes vont exposer leurs problèmes, si elles ont été battues, etc. Donc à ce moment-là, c'est la maison des femmes qui va essayer de négocier. Et si vraiment, même là, il n'y a encore pas d'accord, ça remonte à un niveau de tribunal, mais c'est un tribunal de femmes, parce que toutes les questions féminines sont traitées par des femmes. Même dans le cadre des tribunaux, ce sont des femmes qui jugent pour les affaires des femmes, hein, d'accord, pour le reste, c'est mixte, etc. Mais pour les affaires de femmes, ce sont des femmes. Donc, c'est quand même extrêmement intéressant, cette démarche permanente du dialogue, qui leur a permis, évidemment, d'avancer beaucoup. C'est comme sur la question de la polygamie. La polygamie est interdite, ok. Mais on se trouve dans une situation où il y a énormément de jeunes hommes qui sont morts à la guerre, hein, qui ont été tués. Il y en a énormément qui sont partis en exil. Il y en a beaucoup qui sont partis travailler tout simplement à l'extérieur pour pouvoir nourrir les familles qui restaient.
Donc, moi, on m'a cité le cas à la Maison des femmes de Kobané. Ils m'ont dit, voilà, l'année dernière, on a eu un cas, il y avait une fille qui voulait se marier avec un jeune homme qui était déjà marié. Mais les deux familles étaient d'accord, la jeune fille était d'accord. Alors, exceptionnellement, on a dit oui. Donc, parce que voilà, les circonstances sont un petit peu extraordinaires, etc. Mais sur le principe, la polygamie est interdite. Donc voilà, le statut des femmes au Rojava a évolué par rapport au reste de la Syrie et au reste des pays arabes d'une façon, on pourrait presque, c'est peut-être encore mieux qu'en Tunisie presque, parce que en Tunisie il y a toujours des questions sur l'héritage et des discussions assez tendues sur cette question-là. Et que dire d'autre, mais je pense que tout ça s'appuie quand même fondamentalement sur cette volonté d'en finir avec le patriarcat. Abdullah Öcalan a écrit par exemple « Il faut que les hommes apprennent à oublier qu'ils sont des hommes et à se comporter différemment ». Et c'est une démarche complètement anti-patriarcat. Alors, ça donne des trucs assez marrants parce que, par exemple, chez les combattants IEPG et IEPG, bon, d'accord, ils dorment séparément, tout ce que vous voulez, mais il y a des moments où ils sont ensemble pour manger, et il y a tout un tas de règles de bienséance extrêmement strictes concernant les garçons. Évidemment, un garçon ne peut pas s'asseoir comme ça en face d'une femme. C'est même pas la peine d'imaginer une chose pareille. Il n'a pas non plus le droit de lui montrer la semelle de ses chaussures. Il n'a évidemment pas le droit de lui faire une suggestion quelconque, ou etc. Donc tout est vraiment très, très le respect de la femme et des femmes, en tant que combattantes et autres, et de toutes les femmes, c'est vraiment quelque chose qui est enseigné de façon extrêmement insistante, parce que les jeunes ne passent pas leur temps à se battre. Ils ont énormément de réunions, énormément de discussions, énormément de formations idéologiques, et tout ça. Et tout ça est, dans toutes ces réunions, la question de l'importance, de la centralité du féminisme est importante. Voilà. Voilà. Je m'arrête là parce qu'autrement, on ne va plus avoir le temps de discuter. Voilà, merci. Merci beaucoup Mireille Court pour votre intervention. Donc maintenant pour la deuxième partie, on va passer donc aux questions-réponses. Donc on a à peu près 1 heure pour ça. Donc s'il y a des questions dans le public, on peut les prendre. Oui. Ensuite, j'aurais voulu savoir quel est le... Attendez, vous allez avoir un micro dans un instant. Ce que vous nous avez dit concerne une population de combien de personnes? Et quels sont les effets aussi en Turquie, parce que le PKK existe en Turquie aussi. Ça marche là ? Oui, ça marche ? Oui. Ça concerne environ 2,5 millions, 3 millions de personnes. C'est un peu plus que ça en réalité, parce que au départ, donc le Rojava, c'était la partie kurde à l'est de l'Euphrate, d'accord ? Je ne sais pas si vous voyez. Et ensuite, la libération de plusieurs villes à l'ouest de l'Euphrate, des villes qui étaient à majorité arabe, a fait que ça touchait beaucoup plus de population. En fait, il y avait aussi une province au nord d'Idleb, Afrin, qui était une province qui faisait partie de la fédération autonome du Rojava.
Les Turcs l'ont envahi en janvier 2018. Donc, ils ont installé les djihadistes. Donc très malheureusement, maintenant c'est la charia qui est dans cette province d'Afrin, qui est une province syrienne. Hein. Mais absolument personne n'a rien dit au niveau international. C'était un accord entre les Russes et les Américains pour que la Turquie prenne la province d'Afrin, qui n'avait jamais fait de mal à personne. C'était la seule province de Syrie où il y avait la paix et la prospérité, pour y mettre, entre autres, les djihadistes qui ont été évacués du reste de la Syrie. Voilà. Donc, en gros, on va dire que ça représente environ 3,5 millions de personnes. Il faut savoir que les FDS, les forces démocratiques syriennes, ceux qui se battent, qui se sont battus et qui ont repris tous les territoires à Daesh, sont à 60% arabes. Hein. Ce ne sont pas que des Kurdes, parce que les Arabes sont beaucoup plus nombreux dans la région que des Kurdes. Donc, et qu'il y a maintenant des brigades femmes arabes dans les FDS. Et ça, c'est pas rien. Est-ce que le film Women at War a été filmé là-bas? Pardon? Le film Women at War. Les femmes en guerre. Ah, Women at War. Ça a été filmé là-bas? Oui, je pense, oui. Et la Turquie? Alors oui, pardon, la Turquie. Eh bien, le HDP, tout le monde sait ce que c'est le HDP? Oui? Non? Le HDP, il y a eu des tas de tentatives de partis kurdes qui ont été systématiquement interdits, dont les dirigeants ont été mis en prison, etc., pendant des années. Alors ça a porté plein de noms, DEP, EP, ADEP, etc. La dernière version, ça s'appelle le HDP. C'est un parti, mais c'est un parti qui est extrêmement large, qui a été capable d'intégrer une grande partie de l'extrême gauche turque. C'est pas un parti kurde, c'est un parti de gauche, d'extrême gauche, etc., qui avait réussi en 2015 à faire élire 80 députés au Parlement, parmi lesquels des LGBT au Parlement turc, hein, national. Des LGBT, des Arméniens. C'est quand même, c'est un parti qui avait dans toutes les mairies, ils avaient pris je ne sais pas combien, 100 et quelques mairies. Ils avaient réussi à instaurer un peu le système du Rojava, c'est-à-dire la parité. Une maire, un co-maire. Il y avait partout dans les associations la parité, etc., des assemblées communales. Et tout. Bon, tout ça a été remis en cause, évidemment, par le coup d'État et par la répression qu'il y a eu, par les emprisonnements de masse et tout ça. Ils ont quand même conservé pas mal de mairies, hein, donc ça continue, mais c'est toujours un affrontement permanent. Oui, je crois qu'on a une question là-bas. Bonsoir et merci de toutes vos interventions. Je voudrais, à propos de la Palestine, le nom de Hanan Ashrawi a été cité une ou deux fois. Et moi, je me souviens, il y a une vingtaine d'années, elle était très présente et très, très efficace dans la défense de la cause palestinienne, notamment auprès des médias anglo-saxons. Et puis, elle semble avoir disparu. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est encore en vie, j'espère. Oui, alors elle vient d'être interdite de séjour aux États-Unis. Il y a une semaine de ça. Voilà. Donc oui, elle est encore active. C'est une des seules femmes qui est au conseil de l'OLP en ce moment. Donc elle continue son activité, mais encore une fois, voilà, comme je disais tout à l'heure, elle a été mise de côté. Il faut savoir que dans les sphères palestiniennes, il y a un énorme problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'accrochent au pouvoir
et que là aussi, ça se clarifie de plus en plus, un petit peu comme au Kurdistan irakien d'ailleurs. Donc effectivement, elle a été largement évincée, malgré bon, voilà, son passif historique. Ça a vraiment été une des voix palestiniennes. Et en 91, je remets encore ça sur la table, mais elle a été, c'était presque une révolution d'avoir une porte-parole féminine. Aujourd'hui, malheureusement, elle est un petit peu écartée de tout ça, oui. Mais elle continue son activisme politique, oui. J'ai été très sensible à l'admiration que vous avez pour la façon dont au Rojava on émancipe les femmes par le combat militaire, finalement, au départ. Mais je suis un petit peu choquée de vous entendre dire que les Kurdes ont libéré les zones arabes à l'ouest de... C'est un peu hors sujet, hein, à l'ouest de l'Euphrate. Parce qu'enfin, moi, j'ai des informations du côté arabe. Ils se sentent conquis par les Kurdes. Et ils se sentent opprimés par les Kurdes. Donc, ils ont changé d'oppresseur pour eux. Ce que j'entends dire, c'est qu'ils avaient comme oppresseur Assad, dont vous n'avez pas parlé du tout d'ailleurs, parce que le combat du peuple syrien dans son ensemble, c'est un combat contre Assad. Ce n'est pas un combat essentiellement, au départ, contre des islamistes qui ont été mis en avant grâce à Assad. Donc, c'est un peu hors sujet ce que je dis là, on parle des femmes. Mais enfin, je crois qu'il faut faire attention, même si on admire les tenants d'une cause et d'un peuple, et ils méritent d'être admirés, il ne faut pas montrer simplement un aspect de la question. Et franchement, ce que j'entends dire venant des peuples qui ont été conquis, vous dites libérés par les Kurdes, c'est pas quand même une libération, c'est qu'ils ont changé de chef, ils ont changé d'oppresseur. Et beaucoup d'entre eux ont été chassés de chez eux. Je peux répondre? Allez-y. Non. Oui, je ne comprends pas très bien là votre... Oui, non, mais on va essayer de s'expliquer. Donc, quand la ville de Manbij, par exemple, qui est à l'ouest de l'Euphrate, c'est une ville à majorité arabe. D'accord ? Les Kurdes n'y sont qu'à 30%. Il y a un conseil législatif dans lequel toutes les catégories sont représentées et les Kurdes n'y sont qu'à 30%. D'accord ? Il y a 70% d'Arabes qui sont dans ce conseil législatif. Je ne vous raconte pas de salade, c'est la réalité. Je suis allée plusieurs fois à Manbij, j'ai rencontré plusieurs fois les élus. La dernière fois qu'on y était, c'était absolument charmant. Il y avait ce vieux cheikh arabe habillé en tenue traditionnelle avec la petite kurde en jean serré avec ses longs cheveux roux. Et on a fait la photo, c'était super mignon. Voilà, ils travaillent ensemble. Les tribus autour de Manbij se sont ralliés au FDS. Et les Kurdes, les YPG, la partie kurde s'est retirée de Manbij. Ils ont donné le pouvoir aux civils et aux locaux. Et je ne comprends pas très bien. Justement, sur la question de Raqqa, les Américains ont poussé les Kurdes. Pendant très longtemps, il y a eu une pression terrible. Il faut que vous alliez à Raqqa, il faut prendre Raqqa, il faut prendre Raqqa. Les Kurdes ont dit Raqqa, c'est pas chez nous. Pour qu'on aille à Raqqa, il faut d'abord qu'on ait un accord, un soutien des tribus arabes de la région. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ça leur a pris 2 ans, 3 ans. Hein, ça a pris le temps qu'il a fallu, malgré la pression américaine. Mais ils ont eu une force d'intervention dans les FDS qui était très majoritairement arabe avec les tribus de la région. Et c'est comme ça qu'ils ont pu prendre Raqqa sans être justement les envahisseurs. Parce qu'ils ne sont pas idiots. Ils savent très bien que s'ils étaient arrivés, eux, les Kurdes, dans une ville qui était à 90% arabe, ça ne marchait pas. Ça marchait pas. Ils n'ont pas fait comme ça. C'était un peu hors sujet. Non, c'est tout.
Oui, j'étais intéressée sur tout ce que vous avez dit sur les femmes kurdes au Rojava. Mais le gros problème, c'est que le Rojava n'est pas reconnu encore au niveau international. Il y a une grande menace au niveau des Turcs. Et puis, j'ai une question aussi. Enfin, non, c'est pas vraiment une question. C'est plutôt une. Enfin, vous n'avez pas parlé des femmes palestiniennes qui ont été combattantes avant Septembre Noir en Jordanie. Il y en avait énormément. Ouais. C'est important. Ouais. Et puis, il y a une dame israélienne qui fait beaucoup de choses, qui s'appelle, je crois que son prénom c'est Mati, mais je ne suis pas très sûre, Peled, je pense que vous devez la connaître, qui a perdu sa fille dans un attentat, et qui a formé une association avec les familles endeuillées palestiniennes, et qui fait un travail énorme. En effet. J'en profite que vous avez brillamment abordé des choses que j'ai éludées dans mon discours. Également, une petite parenthèse, après la deuxième intifada, il y a eu, au moment de la deuxième intifada, les femmes ont fait une réapparition qui était assez paradoxale, j'en ai pas parlé, donc j'en profite pour faire une parenthèse. C'est l'apparition des premières femmes kamikazes palestiniennes. Alors des premières femmes kamikazes palestiniennes, je dis bien parce qu'il y avait déjà des précédents, que ce soit au Liban, des femmes libanaises, tchétchènes ou encore irakiennes, mais elles ont repris un petit peu les devants de l'actualité à ce moment-là. Il y a eu 67 femmes kamikazes palestiniennes. Ouais, mais elles ont eu quand même une place dans le conflit, elles se sont réappropriées une place. Et la politique du Hamas, par rapport à ça, qui est assez intéressante, a autorisé les attaques suicides des femmes palestiniennes à condition qu'elles soient encadrées par des hommes. Voilà, c'est une petite parenthèse. Oui, précédemment. Ouais. Merci. Bonjour. Bonjour à vous, merci pour votre intervention. Moi j'ai une question pour l'Afghanistan. À juste titre, et j'ai trouvé ça vraiment pertinent ce que vous avez dit sur l'émancipation des femmes passe par l'accès à l'éducation. Et c'est vrai parce que ça passe dans les écoles, c'est un lieu de savoir, c'est aussi là où on apprend à se connaître socialement et à connaître du monde. Mais évidemment, depuis 2001 et la chute du régime taliban, les choses vont mieux, mais quand même l'Afghanistan reste un pays où les choses sont relativement précaires pour les femmes, notamment la mortalité infantile, les régimes, enfin les mariages précoces ou forcés, et le rôle des ONG en Afghanistan actuellement, les grandes comme les petites, est importante, et également l'initiative d'avoir invité les femmes potentiellement futures diplomates afghanes à l'ESSEC. Je trouve ça très intéressant. Et ma question était de savoir si les talibans reviennent au pouvoir, quel serait le futur en fait de ces initiatives, parce que justement les femmes dans le régime taliban, ça peut justement poser question. Voilà, merci. Merci pour cette question qui est la question de toutes les femmes aujourd'hui en Afghanistan. Il y a beaucoup de manifestations là-dessus. Prenons cas par cas. Les femmes sont persuadées que les talibans n'ont pas changé de veste, malgré que les Américains ils disent que ce sont les talibans gentils. Et que les 14 personnes qui sont autour de table de négociation, les talibans, et ce sont des talibans diplomates. Les femmes ne pensent pas du tout ça parce que ce qu'elles ont vu pour leurs aînés, c'est quelque chose qui a été horrible. Et les témoignages qu'aujourd'hui on a des endroits où ils ont repris la force, à nouveau on trouve des femmes qui sont en train d'être battues sur les grandes places, par exemple parce qu'elles ont un portable et ils ont entendu que dans la voix, l'autre côté de portable était la voix d'un homme, donc c'était pas un mahram, ça veut dire quelqu'un qui n'était pas de très très proche. Donc après, avec tout ce qu'on voit, c'est-à-dire les attaques suicides qui est tous les jours, les Américains prétendent que les talibans qui sont à la table de négociation, ce sont des bons talibans. Aujourd'hui, si les talibans viennent, et on est en train de donner tous les jours plus de légitimité, plus en plus on est en train de donner de légitimité aux talibans, la crainte c'est que
les femmes se retrouvent à nouveau, soit de retourner à la cuisine, ou bien, et puis les jeunes aussi, les cinéastes aussi, les journalistes aussi, parce qu'on peut parler des femmes, mais on peut parler de toute cette jeunesse, qui est la majorité de la population afghane, qu'ils vont prendre la route d'exil. Et nous, les Européens, qui en ont tellement marre des émigrés, le problème, il est devant. Le problème, il est devant et on n'y pense pas. Alors, même s'il y a un gouvernement coalition, si on peut rêver qu'il y a un gouvernement de coalition dans lequel il y a des talibans, ils disent que la constitution afghane a été faite par les marionnettes des Américains et les Européens. Et c'est dans la constitution afghane qu'on dit République islamique, et c'est dans la constitution afghane qu'on dit l'homme et la femme ont les mêmes droits. Donc si on remet en cause pour commencer, c'est-à-dire des préalables pour des négociations, le jour qu'ils ont envie de négocier, de dire il faut refaire la Constitution. Et la Constitution ne peut qu'être basée sur le charia. Ils disent notre position est changée par rapport aux femmes. Les femmes peuvent aller maintenant à l'école. Mais à quoi ça sert si elles vont aller à l'école et qu'elles ne peuvent pas travailler? D'accord? Donc il y a un risque très très important pour les femmes, et j'ajouterai pour les jeunes dans sa globalité. Et puis, je dirais, prenons l'exemple de l'armée afghane. 350 000 personnes ont été créées de nulle part, parce qu'en 2001, il n'y en avait plus d'armée, et par nos efforts à nous, hein, on a payé quand même des impôts pour tout ça, les Américains, etc. Donc aujourd'hui, la crainte de l'armée, parce que j'enseigne à l'école de guerre et on a des officiers afghans dedans, c'est que comment, après tant de tueries, on pourra aller sur la direction des Afghans à nouveau. Donc tout ça, ça rend vraiment la question extrêmement compliquée. Et les attaques auprès des écoles des filles ont augmenté en 2018 de façon importante, pour justement intimider les familles de ne pas envoyer leur gamine à l'école. C'est pas très optimiste ce que je vais dire, d'où cette initiative de dire il faut faire parler d'eux, il faut faire parler d'eux, il faut parler d'eux, pour que au moins l'Europe prenne une autre voie qui n'est pas, comme d'habitude, la voie américaine. Bonjour, j'ai une question au sujet des femmes palestiniennes. Si j'ai bien compris, ce sont des femmes un peu plus âgées qui s'engagent aujourd'hui dans des associations. Je voudrais savoir quelle est la préoccupation aujourd'hui des jeunes filles et des jeunes femmes qui ont une vingtaine d'années. Est-ce qu'elles sont préoccupées par la question des droits des femmes? Est-ce qu'elles sont préoccupées par le conflit? Et notamment, quel est le rôle des réseaux sociaux dans leur engagement, que ce soit envers la cause des femmes ou au sujet du conflit? C'est une excellente question. D'ailleurs, il y a beaucoup de réponses à cette question. Suivant si on la traite du point de vue gazaoui, en territoire occupé côté Cisjordanie. Alors, je vais répondre sur la Cisjordanie parce que c'est là où j'ai le plus travaillé. Il y a différentes réalités aujourd'hui en Cisjordanie. Elle est aussi bien morcelée géographiquement que psychologiquement, et les préoccupations varient énormément d'une ville à l'autre. On parle souvent de Ramallah, la capitaliste, et c'est vrai que les jeunes femmes à Ramallah sortent beaucoup, elles sont extrêmement présentes dans la rue, dans les cafés, et on ne peut pas du tout comparer leur situation avec les jeunes filles de Naplouse, par exemple, ou de Hébron, ou de Jenin, qui ont des préoccupations beaucoup plus politiques. Alors je ne dis pas que la jeunesse de Ramallah est dépolitisée, loin de là. Encore une fois, j'ai suivi les manifestations de la Journée de la Terre en mars dernier, et il y avait énormément de jeunes femmes qui étaient présentes, y compris lors des affrontements. Il y en avait une dizaine ou une quinzaine de jeunes femmes enturbanées d'un kéfier, qui disposaient des pierres sur la route et qui étaient en première ligne face à des soldats qui potentiellement pouvaient ouvrir le feu.
Donc il y a différentes réalités. Après, Bethléem, c'est encore une autre réalité. Gaza, c'en est encore une autre du fait du siège. Cependant, la jeunesse palestinienne est de facto politisée et de facto engagée, puisque ce sont des Palestiniens. Et au vu des enjeux actuels et devant un risque absolu d'annexion de la Cisjordanie, où toutes les sphères des sociétés palestiniennes sont concernées, même si toutes ne le montrent pas forcément au quotidien. Et les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux fonctionnent énormément en Cisjordanie, à Gaza aussi, mais alors, de mon expérience en Cisjordanie, notamment sur les rassemblements. J'ai une espèce de fascination pour les rassemblements en Cisjordanie, qui sont décidés parfois, alors c'est très difficile alors, pour les journalistes étrangers qui n'ont pas forcément un bon réseau pour arriver à être au bon endroit au bon moment, parce que ça se décide très rapidement sur les réseaux sociaux. Et à l'heure du rendez-vous, il n'y a personne, et puis 10 minutes après, on a l'impression que ça sort de terre, et il y a des gens qui arrivent absolument de partout. Donc en effet, les réseaux sociaux ont un rôle extrêmement important, principalement dans les mobilisations. Il arrive qu'elles soient décidées d'une heure sur l'autre, en fait. Pas de questions? J'ai une question pour Laurent Perpignan, mais en fait, elle peut s'étendre à tout intervenant ayant des éléments à rajouter là-dessus. Je voudrais savoir si vous pouvez nous fournir des éléments par rapport à la situation des femmes en Israël, mais particulièrement dans les milieux orthodoxes. Et si... non. Parce que surtout quand on parle de la question démographique en Palestine, ça me paraît fondamental de aussi traiter l'autre côté du mur, en fait. Ouais, alors sur les ultra-orthodoxes, du moins, j'ai été me promener à Mea Shearim pas plus tard qu'il y a un mois. En effet, le taux de natalité par famille est extrêmement élevé. Extrêmement élevé. Alors, j'ai pas tellement travaillé sur la question, je peux vous donner un petit aperçu, une photographie. Les ultra-orthodoxes aujourd'hui sont au centre d'une question fondamentale. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais il est question de remettre les élections, vu que Netanyahou n'arrive pas à former de coalition, notamment avec Lieberman. Et la question des ultra-orthodoxes est très sensible, étant donné que Lieberman ne veut pas plier et souhaite que les ultra-orthodoxes fassent l'armée. Voilà. Et là-dessus, il est catégorique, Netanyahou ne l'est pas, et c'est une des raisons pour lesquelles il n'arrive pas à former une coalition. Et donc, voilà, pour l'instant, la situation est un peu ankylosée. Après, sur un autre paramètre assez intéressant sur les ultra-orthodoxes, lors de mon passage à Mea Shearim, j'ai été surpris, non parce que je le savais déjà, mais il y avait énormément de drapeaux palestiniens partout sur les murs. Oui. Et, étant donné qu'il y a toute une frange des Haredim qui ne reconnaît pas l'État d'Israël, tout simplement. Et donc, ce qui amène à se promener dans un quartier qui ressemble un petit peu au ghetto de Varsovie. Enfin, très franchement, c'était assez impressionnant. Et avec des drapeaux palestiniens partout sur les murs. Alors, c'est pas le cas de la totalité des Haredim, c'est vraiment une frange, hein, mais c'est une frange qui est extrêmement active. Et les affrontements ces derniers mois avec l'armée israélienne, avec les forces de sécurité israéliennes, se sont multipliés. Ils ont simulé la pendaison d'un soldat israélien il n'y a pas très longtemps de ça. Ouais, et voilà, c'est une situation qui est assez compliquée là-bas. Alors après, pour comprendre, il faut se référer un petit peu à des questions théologiques. Et je ne suis pas trop spécialiste en la matière. J'espère que j'ai répondu à votre question. Donc j'ai pas du tout répondu à votre question. Ok, bah, c'est que j'avais pas de réponse alors. Mireille? J'ai l'impression qu'il y a des gens qui... Enfin, vous avez compris l'histoire des... Ah, pardon. J'ai l'impression que cette histoire des drapeaux palestiniens et des affrontements, là, c'était pas clair pour tout le monde. Mais si c'était clair pour tout le monde, j'ai rien à ajouter. C'est sur la condition des femmes en Israël. La condition des femmes en Israël, moi je vais jamais en Israël. Je vais toujours en Palestine, donc à part voilà, je peux vous parler de la condition des femmes palestiniennes en Israël.
si vous voulez, mais parce que c'est très compliqué le statut des femmes palestiniennes, le statut légal des femmes palestiniennes, parce qu'en fait, il y a 3 statuts différents. Il y a un statut en Cisjordanie où les lois sont inspirées par la Jordanie, qui était l'ancienne occupante. À Gaza, les lois qui concernent les femmes sont inspirées des lois égyptiennes. Et à Jérusalem et sur le territoire israélien, c'est le droit israélien. Donc les femmes palestiniennes ont 3 statuts juridiques différents. Mais ceci dit, dans les 3 cas, leur vie est extrêmement compliquée. elles subissent la discrimination dans les 3 cas, en tant que femmes palestiniennes en Israël et en Cisjordanie, parce qu'il n'y a pas eu de révolution en Palestine. D'accord, on est bien d'accord. Il y a 60 ans de lutte contre l'occupant. De bataille contre l'occupation de leur territoire, mais il n'y a jamais eu de révolution. Il n'y a jamais eu de remise en cause des rapports sociaux, des structures capitalistes, etc. Il n'y a pas eu, et donc il n'y a pas eu remise en cause du statut de la femme dans ce cadre-là. Ce qui, à la différence du Rojava. Donc les femmes, de toute façon, ont un statut compliqué dans les trois parties du pays, enfin, que ce soit en Palestine, dans les territoires occupés en Cisjordanie, à Gaza ou en Israël. Je ne sais pas si c'était ça que vous voulez. Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie pour les 3 conférenciers qui nous ont expliqué un peu tout ce combat des femmes dans 3 régions du monde qui sont en conflit. Du coup, j'avais une question par rapport à la question israélo-palestinienne, mais je pense que tous les 3, vous pouvez y répondre en soi. Je ne sais pas si vous allez bien comprendre. En fait, vous avez cité une chose qui était assez intéressante, qui était la superposition des dominations auxquelles faisaient face du coup les femmes. La domination du coup des Israéliens sur les Palestiniens, mais aussi en parallèle des hommes sur les femmes. Du coup, est-ce que vous pensez que le combat, donc l'émancipation des femmes, est subordonné tout d'abord à la résolution du conflit territorial et politique auquel elles font partie? En gros, est-ce que le combat des femmes ne peut être mené que par la résolution du conflit d'abord, ou il peut être mené en parallèle? Ou sinon, ou est-ce que le conflit dans ces régions du monde peuvent être aussi une opportunité pour les femmes pour s'émanciper plus facilement parmi un désordre global et social? Alors oui, il y a eu une réelle émancipation, la fin de la question, des femmes palestiniennes à travers le conflit. D'autre part, c'est un débat auquel on ne peut pas apporter de réponse puisque les Palestiniennes eux-mêmes n'en ont pas. Et encore une fois, suivant les visions politiques des Palestiniennes. Alors quand on discute avec des gens du DFLP ou du PFLP, pour elles, il est clair que la libération des femmes doit aller de pair avec la libération de la Palestine. Pour d'autres partis et dans des milieux beaucoup plus conservateurs, c'est pas le cas. Et la société palestinienne est profondément divisée sur cette question et les femmes elles-mêmes sont extrêmement divisées. Ce qui aboutit justement à cette réponse qui est, pour l'instant, dans le contexte actuel et après, je parlais de 1920 tout à l'heure, après quasiment un siècle de lutte des femmes en Palestine, face à différents occupants évidemment, mais après un siècle de lutte des femmes, on n'a toujours pas la réponse de la priorité à accorder aux luttes. Est-ce que la lutte, il peut y avoir justement une superposition des luttes, ou est-ce que les femmes doivent attendre la libération totale de la Palestine pour pouvoir réellement s'émanciper? Une chose est sûre, c'est qu'elles se sont émancipées au sein du conflit. Est-ce que les conditions sont réunies pour que demain elles se réémancipent au sein d'une troisième intifada par exemple, dont on parle beaucoup? Là j'ai de gros doutes. D'autres oui. Je voudrais juste
C'est un détail, mais ça m'a frappé. En 2011, on était allé à Gaza, en passant par les tunnels d'ailleurs, parce qu'on n'avait pas eu l'autorisation de passer par-dessus, pour faire des interviews, etc. Et on avait interviewé une jeune fille qui avait tenté de faire un attentat suicide à Eretz, au checkpoint d'Eretz. Une très jeune fille. Bon, elle devait avoir 22 ans, là, elle devait avoir 17-18 ans quand elle avait fait son truc. Et ça avait raté, donc sa ceinture n'avait pas explosé. Donc elle avait été criblée de balles, littéralement, par les soldats israéliens. Donc elle avait été après soignée, emprisonnée. Elle a passé plusieurs années en prison. Et finalement, il l'avait libérée. Et donc elle était là au camp de Jabalia. Et dans sa famille, elle était à la maison. Et elle n'avait pas le droit de sortir de la maison. Elle n'avait pas le droit de sortir de la maison. On l'a interviewée à l'intérieur, la famille est sortie. Enfin bon, c'était un peu compliqué parce qu'elle se revendique du Fatah et toute la famille est au Hamas, donc bon, déjà il y a un petit peu un conflit là. Mais si ça avait été un garçon, si ça avait été un garçon qui avait fait cette tentative d'attentat suicide, même s'il avait été raté, ça aurait été le héros de la famille. Il aurait été adulé dans la famille, tout le monde aurait été à ses pieds. Là, elle était extrêmement malheureuse, cette petite jeune femme là. Et avec une absence totale de liberté. Elle n'avait même pas le droit de sortir de la maison. Enfin, on voulait l'interviewer dans la rue, elle a dit non, j'ai pas le droit. Donc, c'est pas, on n'est vraiment pas dans l'égalité, même chez les femmes combattantes quelque part, puisqu'elle avait mené une action militaire. Donc. Moi, j'avais une question, oui, sur... vous voulez réagir? Je voudrais répondre sur cet axe-là à la question posée. Quand on parle d'émancipation des femmes, il faut qu'on prenne en compte la société de laquelle on parle. Une des raisons que les statistiques des institutions internationales ont montré que la violence contre les femmes a augmenté en Afghanistan depuis quelques années, ça vient du fait que l'aspect l'éducation a rendu possible l'interprétation de la femme des droits qu'elle a. Si vous allez dans les petits villages en Afghanistan, tout le monde maintenant a un petit portable. Donc il y a une ouverture vers le monde qui a ouvert les yeux des femmes. Mais à l'intérieur de la maison, il n'y a pas grand-chose changé. Et là, ça crée un gros problème, notamment lorsque les Occidentaux ont martelé le droit des femmes, l'émancipation des femmes. Ça crée un déséquilibre dans l'harmonie de la maison où l'homme considère qu'il est devenu tout petit. Et parfois pas grand-chose, parce que les ONG ont beaucoup investi sur les femmes. Donc c'est assez subtil, je pense, dans ces sociétés-là. Il faut aller petit à petit et par le biais, le monsieur il a dit parfaitement bien, par le biais de l'éducation. Mais pas seulement l'éducation des femmes, mais l'éducation des hommes aussi. Dans ce cadre, plus la femme devient... Je dirais, moi, je le sépare de l'aspect conflit. Je dirais, plus la femme devient indépendante économiquement, ça arrange l'homme. Ça arrange l'homme parce que il a 12 enfants et puis il ne peut pas subvenir à tout. Un ONG comme la fondation d'Aga Khan, il a fait, dans ses formations de microéconomie, il
il invite l'homme et femme en même temps. Or, son cible, c'est des femmes. Il les invite tous les deux pour venir et apprendre comment gérer la microéconomie. Bon, le premier jour, l'homme vient, le deuxième jour, l'homme vient, excusez-moi, pas auprès des hommes qui sont dans l'assemblée. Et puis, finalement, ça a la barbe. Mais la femme, ça tient. Donc finalement, il dit, écoute, toi tu vas, moi je préfère de travailler dans le champ ou autrement. En prenant en considération ces subtilités-là, ils ont réussi à ne pas toucher à l'équilibre familial. Et dans la formation qu'on a fait pour les femmes à Kaboul, il y avait 33 femmes qui venaient des différentes régions. La femme, beaucoup de ces femmes-là n'avaient pas le droit de voyager seules. C'était UNDP qui finançait cette formation-là. Donc UNDP a payé le billet de bus pour que les hommes puissent voyager aussi, et ils sont venus avec les enfants. Donc, ils étaient dans le même hôtel, parce qu'il y a deux hôtels qui est rarement plastifié, intercontinental. Il y avait des chambres où la femme était avec son mari ou son mahram, avec les enfants. Donc, la femme, le matin, descendait à 7h30, elle venait à la formation. Les hommes gardaient les enfants, voire les promener alentour. Et puis le soir, après le dîner, moi j'organisais des petits films et j'invitais les hommes et les enfants de venir. Et ça, quelque part, ça fait entrer également tout ce qui est ces notions-là indirectement aux oreilles des hommes. Et ces genres d'initiatives étaient beaucoup plus subtiles et efficaces que comme Madame Clinton, etc., crie sur les toits, les femmes, les femmes, les femmes. Il faut faire super attention à ça. Merci. Moi, j'avais une question concernant en fait, la situation en Afghanistan avant l'intervention en fait, soviétique. Est-ce qu'il y avait eu des politiques un peu de libération des femmes comme il y avait pu y avoir en Turquie ou en Iran avant l'arrivée de la révolution islamique? Et en quoi le conflit avec l'Union soviétique a changé les choses aussi? Alors, si vous regardez quelques archives, vous verrez les femmes qui allaient à l'université, vous verrez les femmes qui étaient députées. Il y avait des usines dans lesquelles les femmes travaillaient. Il y avait les femmes médecins, les femmes philosophes, etc., etc. Tout ça, ça a été anéanti. Ça a été anéanti à l'arrivée soviétique. Et puis, ça a été complètement mis à terre une fois que les talibans sont arrivés. Donc, si vous voulez, les gens ne regardent pas le devant en disant ce qu'on veut. Ça serait ça. Ils disent, et si on pouvait être comme avant? Ce qui est exactement aujourd'hui la situation en Iran. Maintenant, j'ouvre une parenthèse. La différence entre la situation en Iran et en Afghanistan, c'est que à travers de notre intervention et la constitution afghane qui a été faite par une personne, un Français qui était spécialiste dans ce domaine-là, a organisé pour que la femme retrouve sa place. Donc vous êtes enfin en face d'un gouvernement qui a créé la route pour que la femme redevienne ce qu'elle était il y a 60 ans. En Iran, c'est inverse. En Iran, c'est inverse. Il y a une société dans laquelle la femme a été émancipée depuis 40 ans. Qu'on l'oblige, c'est le gouvernement qui oblige, que la femme fasse ceci, que la femme fasse cela, etc., etc. Donc, opprimer la femme. Donc, vous avez une société. Ces deux exemples complètement opposés, des deux sociétés où la société n'accepte pas ce qui est imposé par le gouvernement dans le sens positif et négatif des choses. Et c'est intéressant. Oui. On a une question encore. Oui. Attendez, on va vous passer le micro.
Oui, à propos de la question que vous avez posée, moi j'étais à Kaboul, et en Afghanistan dans les années 70. Et il y avait à l'époque un institut des femmes afghanes. Et je voulais savoir si maintenant il y a un institut ou pas du tout, ou il n'y a rien, ou un jardin des femmes, ou quelque chose comme ça. Alors, justement, vu que la violence a augmenté et que les femmes ont compris un petit peu les droits, il y a donc des sortes de shura féminins qui repèrent la femme en danger. La femme en danger, et puis donc ils essayent de faire des sortes de jardins pour ces femmes-là. Et que le souci, c'est qu'à nouveau, c'est très très bien, parce que la femme, avec son enfant, trouve la protection, mais par ailleurs, elle est fichée comme une femme qui n'était pas une femme bien pour son mari ou pour sa famille, et qu'elle a... Ça se retourne contre elle. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres initiatives. Par exemple, moi, je vous invite de regarder sur YouTube un orchestre féminin. Ah oui. Ce sont, entre autres, ces femmes-là et les orphelines qui jouent merveilleusement des instruments, mais avec un avenir qui est dans la communauté et très peu dans la famille. Merci. Quand vous allez, il y a une chose que je voudrais que vous expliquiez, parce que vous avez dit que l'arrivée des Russes, avait en gros remis mais je ne comprends pas. En URSS, les femmes, elles étaient très émancipées. Pourquoi ils auraient renvoyé les femmes afghanes au fourneau? C'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis. Si. Peut-être je me suis mal fait comprendre. Dès que les Russes sont arrivés, il y avait des Moudjahidines qui ont commencé la guerre avec. Donc les premières victimes étaient des femmes. Le Kaboul a été complètement détruite. Il y a eu énormément de... D'accord. Il y a eu énormément de des personnes qui ont émigré dans les endroits insolubles au Pakistan ou même en Iran. Bon, leur situation était un peu meilleure en Iran. Et donc, toute la structure de la société a été anéantie. Oui, j'avais compris que les Russes avaient commencé... Et deuxième remarque aussi, mais c'est peut-être moi qui aussi dis... Parce que vous disiez en Iran, c'était l'inverse par rapport... Oui, mais enfin en Iran, même si on ne peut pas être évidemment d'accord avec la politique vis-à-vis des femmes de Nemola, etc., mais néanmoins, les femmes sont à peu près toutes scolarisées, ce qui n'était absolument pas le cas du temps du Shah. Hein. Je suis désolée, quand même, non ? Et non, vous êtes iranienne, vous savez mieux que moi. Là, mais moi, j'ai appris ça quand je suis allée en Iran. D'abord, c'est pas le sujet, et on pourra en discuter, mais de véritables raisons, parce que moi, j'ai fait toutes mes études en Iran. Je suis d'une famille extrêmement modeste. Et le papa ne pouvait pas me payer pour aller à l'université. Je suis la première fille de la famille de pouvoir aller à l'université, parce que l'université était gratuite. Aujourd'hui, aucune université n'est gratuite. La qualité universitaire. Quand je suis arrivée en France, j'avais eu un master en physique nucléaire. On a accepté mes notes, etc., directement pour faire un doctorat. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui vont à l'école, je suis d'accord avec vous, mais il faut voir comment la qualité a baissé, et à quoi sert d'avoir des instruits lorsqu'il n'y a pas de job pour eux. Plus de questions J'en ai une. Oui. J'ai le droit. Oui, je pense. Si j'ai le droit de poser une question aussi.
Concernant la situation des femmes Hazaras. Alors, les Hazaras en Afghanistan sont considérés, sont des chiites, sont considérés notamment par les Pashtuns comme la 5e colonne de l'Iran, se retrouvent aujourd'hui dans un accord entre eux et les Américains et les talibans. Quel futur pour les femmes Hazaras? Alors, les femmes Hazaras vont très très bien. Il y a une partie qui sont parties en Iran et ils ont eu la chance de pouvoir étudier et de regarder une autre forme de la société. Donc ça a impacté les hommes aussi bien les femmes. Et aujourd'hui, le gros problème justement des Pashtuns, c'est les femmes Hazaras qui sont en termes de volonté, l'éducation, etc., nettement, ça se voit largement. Et à Kaboul, on les voit très très bien, notamment au niveau du journalisme. Elles vont très très bien. Moi, je suis ravie qu'elles ont pu arriver. De toute façon, les Hazaras, d'après les Pashtuns, ce ne sont pas des vrais êtres humains. Bien, s'il y a encore des questions, je crois qu'on va s'arrêter là. Merci à tous d'être venus pour ce débat intéressant.